Le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour avec vous. Un grand club, un grand match, un grand public. Liverpool a renversé Barcelone. Quel exploit, 4-0. Les 3 buts du Barça au match aller sont effacés. Les Reds vont en finale de la Ligue des Champions. 5 heures d'angoisse, mais un dénouement heureux. Les 4 femmes retenues en otage dans un bar PMU de Blagnac ont été relâchées. Le forcené, âgé de 17 ans seulement, a été arrêté. Emmanuel Macron s'implique. Visite surprise hier soir auprès des candidats de la liste Renaissance. Le président de la République a la pression. Il a besoin que son parti arrive en tête aux élections européennes le 26 mai. 8h12, Vincent Herouette, un 8 mai chargé pour Emmanuel Macron. Au menu, la Libye, un conseil européen en Roumanie aussi. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Europe 1. Un miracle. Le commentateur anglais n'en revient pas. Liverpool a balayé Barcelone 4-0 chez eux dans le chaudron d'Anfield. À l'aller, le Barça avait gagné 3-0. Impossible n'est pas football. Gueule de bois en Angleterre et en Espagne, mais pour des raisons différentes. Théo Manval est notre envoyé spécial outre-Manche. Théo, chez vous, c'est lendemain de fête. Ah oui David, si remontada n'existe pas en anglais, je peux vous dire que les journaux ici ont un autre mot à la bouche ce matin, c'est miracle. Comeback miraculeux, dit le Sun, le miracle d'Anfield pour le Daily Mail. Un match hors de ce monde, titre même le Guardian. Le Daily Mirror n'hésite pas à parler du plus grand comeback de l'histoire depuis la résurrection de Lazare. Battre le Barça 4-0 alors qu'il manquait à Liverpool ses 2 attaquants vedettes, c'était tout simplement impensable. La presse anglaise salue aussi un coup de génie. Le corner rapidement joué par le défenseur Alexander-Arnold qui a surpris la défense du Barça pour amener au 4-0. Le Mirror assure d'ailleurs que les Barcelonais se demandent toujours ce matin ce qu'il s'est réellement passé. Merci Théo. Alors partons justement à Barcelone avec Henri de la Guérie. Henri, mal de crâne aussi chez vous, mais à cause de quoi de bambou? Oui, effectivement, et ce n'est sûrement pas à cause d'un excès d'alcool. Les rues de Barcelone étaient désertes hier soir après le match. Les bars ont même fermé plus tôt, faute de clients. C'est très rare de voir ça ici. Et dans le quartier, pendant le match, on a entendu des hurlements de colère à chaque but anglais. Et dans cette ville passionnée de football, connue dans le monde entier pour son club, bien, c'est une véritable humiliation. Et pas certain que les Catalans auront envie d'acheter la presse ce matin, surtout après avoir vu les unes. Elles sont terribles. La honte, titre Mundo Deportivo, la soirée la plus ridicule de l'histoire pour Sport. Le grand journal El País rappelle que Liverpool était privé hier soir de 2 de ses meilleurs joueurs, ce qui rend impardonnable la déroute du Barça du grand Lionel Messi. Henri de la Guérie, le correspondant d'Europe 1 en Espagne. Merci à vous Henri, ne soyons pas trop durs, Nikos, avec les Espagnols. On a connu ça nous aussi en Évidemment, France. évidemment, pas de leçon. Peut-être qu'on peut assister donc à une finale 100% anglaise du coup. Et oui, puisque ce soir l'Ajax d'Amsterdam accueille Tottenham, un club londonien. Coup d'envoi à 21h. À l'aller, les Néerlandais menaient 1-0, mais on l'a vu, les renversements sont possibles. Soirée d'angoisse hier, ça s'est passé à Blagnac, près de Toulouse. Oui, 4 femmes ont été séquestrées 5 heures durant dans un bar PMU. Un forcené armé qui avait prétendu avoir piégé l'endroit. C'est le RAID qui a longuement négocié. Les 4 otages ont été heureusement libérés. Le malfaiteur, un jeune homme de 17 ans seulement, a fini par se rendre à son domicile. Les enquêteurs ont trouvé une lettre où il évoque son acte. Écoutez Dominique Alzehari, procureur de la République de Toulouse. C'était le courrier d'un jeune homme un peu perdu, un peu dépressif, en même temps décrit comme assez déterminé. On est forcément inquiet quand on a un jeune homme très décidé, qui est armé et qui a 4 personnes, 4 femmes, sous sa coupe pendant des heures avec quelqu'un qui parle effectivement d'autres armes, d'avoir même piégé les lieux à certains moments. C'est aussi un hommage, une fois encore, qui est rendu à tout le travail qui a été fait pour solutionner, en tout cas, cette prise d'otage. Et je le répète, donc les éléments d'investigation judiciaire commencent à partir de maintenant. Dominique Alzehari, procureur de la République de Toulouse, avec Benjamin Péter. La politique maintenant. Nathalie Loiseau a reçu hier un soutien de poids, David. Oui, elle dînait au restaurant Monsieur Bleu du Palais de Tokyo à Paris avec une trentaine de colistiers. Et elle a vu arriver Emmanuel Macron, visite surprise et discrète du président de la République qui s'est adressé aux candidats pour les motiver. Récit et décryptage signé Virginie Riva. Nous serons tous mobilisés autour de la liste. Je serai engagé moi-même. Voilà les mots du président venu soutenir hier les candidats aux européennes. C'est notre affaire à tous, a-t-il martelé. Emmanuel Macron se met au centre de cette campagne contre l'avis même de Nathalie Loiseau. Mais c'est indispensable car elle ne soulève pas les foules, décrypte un cadre de la majorité. Pour faire face à la montée en puissance du RN dans les sondages, l'objectif est surtout de faire voter ceux qui ont choisi Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Le président va de plus
plus en plus intervenir dans la campagne, d'abord sous forme d'une longue interview donnée à un journal. Sa participation à un meeting, la question est encore en débat. Sur le bulletin de vote exit le logo Renaissance, il y aura un logo En Marche pour l'Europe. Sujet tranché la semaine dernière lors d'un dîner avec le principal allié, le MoDem. C'est pour que nos électeurs sachent quel bulletin prendre le 26 mai, explique un cadre d'En Marche. Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Des précisions sur les réductions fiscales annoncées par le chef de l'État. Gérald Darmanin affirme que 95% des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu paieront en moyenne 300 € de moins à l'avenir. Interview du ministre du Budget dans Le Parisien ce matin. Il y a 74 ans, l'armistice du 8 mai sonnait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, et c'est un jour férié. Les enfants ne vont pas à l'école, mais savent-ils pourquoi ? Ont-ils conscience de ce que l'on commémore aujourd'hui ? Roman Oquet est allé pour Europe 1 poser la question à des élèves de CE2 et CM1 dans une école parisienne, et je tiens à vous préparer. L'histoire du XXe siècle n'est pas encore totalement maîtrisée. C'est une fête qui venait d'avant, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui était mort. Toi, tu m'as dit quelque chose. La fête de la musique. Non, le ramadan, moi j'ai dit. Est-ce que tu sais ce que ça représente C'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. L'armistice, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Le 8 mai 1945. On commémore en fait, c'est ça ? Oui, un peu. Surtout pour les morts. Pour les choses qu'ils ont dû subir pour nous. Et qui c'est qui vous l'a appris ? Comment vous le savez ? En CE2, en CE1. Mon papa, il adore les jours fériés parce qu'il travaille pas. Et du coup, il m'a expliqué que c'est jours fériés. Pourquoi ? Et est-ce que le plus chouette dans l'histoire là, c'est qu'il n'y a pas école ? Ouais, ça c'est oui, alors là c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, la cerise sur le gâteau. Alors, il y a encore un peu de boulot, Nikos. Il n'y a jamais trop tard. Mais ils sont jeunes, donc ils ont le temps d'apprendre tout cela. Le procès France Télécom, 35 personnes s'étaient suicidées en 2008-2009. Hier, l'ancien PDG accusé de harcèlement moral s'est défendu à la barre. Didier Lombard a déclaré, je cite, « Je n'y peux rien. Si je n'avais pas été là, cela aurait été pareil, peut-être même pire. » Fin de citation. Europe 1. En direction les États-Unis, où Donald Trump risque d'avoir des petits soucis. Oui, en raison d'un scoop du New York Times. Le quotidien américain publie les déclarations d'impôts que le président a toujours voulu garder secrètes, contrairement à ses prédécesseurs. Et on comprend pourquoi. Il a perdu énormément d'argent dans les années 80-90. Avec nous, le correspondant d'Europe 1 Outre-Atlantique, Xavier Yvon. Voilà qui est gênant, Xavier, lorsqu'on a toujours voulu véhiculer l'image d'un brillant homme d'affaires. Oui, Donald Trump était bien milliardaire, mais en perte. Le New York Times a eu accès à ses feuilles d'impôt sur près de 10 ans. Et au total, Donald Trump a déclaré un déficit d'1,2 milliard de dollars entre 1985 et 1994. Il n'a donc pas payé d'impôt sur le revenu pendant cette période. Il était même le contribuable américain qui a le plus perdu d'argent ces années-là, écrit le New York Times. À cette époque, Donald Trump multipliait les investissements hasardeux dans des casinos et des hôtels, tout en publiant son livre best-seller The Art of the Deal, l'art des affaires. Les sommes colossales englouties étaient empruntées à des banques et à des institutions grâce à son nom et à sa réputation. Ça n'a donc pas trop affecté son train de vie, d'autant qu'il pouvait s'appuyer sur la fortune bien réelle, celle-là, de son père à la tête d'un empire immobilier à New York. On est donc bien loin de l'image du roi des affaires que Donald Trump aime à se donner et qu'il a utilisé pour se faire élire. Mais ces révélations ne devraient pas changer grand-chose pour sa base de supporters. D'ailleurs, sa cote de popularité n'a jamais été aussi élevée. 46% d'opinion favorable. Ça s'explique par l'éclatante santé de l'économie américaine que Donald Trump attribue, lui, à ses talents d'homme d'affaires. Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Merci à vous, Xavier. La tension monte encore d'un cran. L'Iran a décidé de cesser d'appliquer certains de ses engagements dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire, en arrêtant, par exemple, de limiter son stock d'eau lourde et d'uranium enrichi. Téhéran menace également de prendre de nouvelles mesures d'ici 2 mois. Cinéma maintenant, on peut faire des petits bijoux, effectivement, sur la toile, sans avoir des vedettes nécessairement au casting. Absolument. Des réalisateurs méconnus, des comédiens débutants, mais pour Mathieu Charrier, notre critique cinéma, ce film est destiné à devenir un phénomène. C'est une comédie qui sort aujourd'hui. Le titre, Les crevettes pailletées. Mathias Le Goff est vice-champion du monde de natation. Mais un jour, en interview, il dérape. Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, toi, arrête la caméra. C'est bon. Pour le sanctionner, la fédération le condamne à entraîner une équipe de water-polo gay, les crevettes pailletées. On va vous décortiquer, on est les crevettes pailletées.
Leur objectif, les prochains Gay Games en Croatie. Les Gay Games, c'est pas qu'une énorme fête. C'est aussi le moment où on peut montrer au monde qu'on est solidaire et qu'on existe. Évidemment, la rencontre entre les deux mondes va être haute en couleurs. Mais derrière cette comédie festive qui rit avec ses personnages et pas contre eux, il y a un vrai message de tolérance. À la réalisation, Cédric Le Gallo, par ailleurs membre de la vraie équipe des crevettes pailletées. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas de héros gay positif auquel me raccrocher. Souvent, quand on met en scène des personnages gays, c'est souvent dans des histoires tristes, déprimantes, angoissantes. Donc voilà, donc c'est une invitation à venir faire la fête avec les crevettes. Présenté au Festival de l'Alpe d'Huez, le film a reçu le prix spécial et enflammé les spectateurs. Il sera visible sur plus de 400 écrans en France, ce qui est beaucoup pour un film sans tête d'affiche. Les crevettes pailletées sortira par ailleurs dans 40 pays. Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1. Merci beaucoup David Doucan, c'était le journal de 8h.